Vladimir Poutine a tenu une réunion avec Valery Gerasimov, le chef d'état-major général de la Russie, déclarant que le missile Bereznik, la nouvelle arme que Poutine avait évoquée plus tôt cette saison, a désormais été dévoilé. Il s'agit d'un missile à propulsion nucléaire doté d'une portée illimitée. Poutine et Gerasimov affirment que ce missile peut contourner n'importe quel système de défense antimissile existant dans le monde. Compte tenu de votre expérience en diplomatie et en affaires militaires, pourquoi la Russie présente-t-elle cela maintenant? Est-ce destiné à envoyer un message particulier? Eh bien, ce n'est pas une grande surprise. Cela fait un certain temps qu'on annonçait l'arrivée de ce nouveau missile, et Poutine y a fait référence. D'après ce que je comprends, la plupart des essais ont été achevés l'année dernière. Il y en a peut-être encore, mais il a été testé et est désormais distribué aux forces armées. La portée de cet événement est vraiment assez sérieuse en raison de la menace de Trump d'autoriser l'exportation de Tomahawk vers l'Ukraine et de permettre à ces Tomahawks de frapper en profondeur à l'intérieur de la Russie. Il a ensuite fait une remarque. Trump a fait une remarque par la suite, selon laquelle il n'avait pas donné l'autorisation d'utiliser ces missiles. Ou enfin, je ne parlais pas seulement des Tomahawks, mais de tout missile à longue ou moyenne portée, utilisé en profondeur sur le territoire russe. Cependant, fait rare, le Wall Street Journal a contesté Trump sur ce sujet. Ils ont déclaré « Écoutez, les détails du ciblage ont déjà été transmis. Une liste, un ensemble de cibles, a été remise aux Ukrainiens, principalement des raffineries et quelques fabricants d'armes. Ces informations ont été communiquées et l'autorisation d'utiliser des missiles à cette fin a été accordée. Je dois dire qu'il est important de comprendre que nous avons récemment vu un Storm Shadow, un missile franco-britannique, tiré, ou du moins, il est affirmé qu'il a été tiré, sur la Russie d'avant 1914. Et ils disent que c'est, vous savez, l'utilisation d'un missile profondément à l'intérieur de l'espace aérien russe. Cependant, la réalité, c'est que comme le Storm Shadow et d'ailleurs le Taurus et tous ces missiles européens contiennent en fait des composants américains, ils ne peuvent réellement les tirer qu'avec l'autorisation des États-Unis. Ils ne sont donc pas totalement indépendants ou autonomes, contrairement à ce que Trump essaie de faire croire en ce moment. Ce n'est pas nous qui faisons ça. Nous ne faisons rien. Ce sont les Européens. Ils vont nous les acheter. Nous allons leur envoyer les armes. Et ce qu'ils en feront, qui sait? Peut-être qu'ils les enverront en Ukraine. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Ce n'est pas du tout comme ça, en réalité. L'idée principale était donc que les Américains, en particulier l'équipe de Trump, les faucons comme Rubio, Kellogg et les autres, qui adoptent une position dure envers la Russie et qui sont majoritaires, pensaient que la menace des Tomahawks pourrait convaincre Poutine d'accepter un cessez-le-feu ici et maintenant, le long de la ligne de contact. Vous savez, juste là, sur la ligne de contact. C'est une proposition que Poutine a constamment rejetée, encore et encore. Mais d'une certaine manière, certains membres de l'équipe de Trump croyaient que la simple menace des Tomahawks pourrait suffire à lui faire changer d'avis, et que par conséquent, c'était une perspective intéressante pour Trump à poursuivre. Que, d'une façon ou d'une autre, Poutine reculerait et céderait sa position sur ce point, ce qui n'était pas très probable. Alors, vous savez, pourquoi Trump a-t-il dit cela? Je veux dire, pourquoi a-t-il dit que ce qu'il sait n'est pas acceptable? Witkoff a déjà eu 5 réunions avec Poutine, et chaque fois il a rapporté le même message. Eh bien, il faut réfléchir à ce que cela signifie. En somme, cela vise à dire à Trump et à son équipe, écoutez, si vous pensez avoir un moyen de pression sur moi en menaçant avec des Tomahawks, oubliez ça.
Parce que si vous voulez jouer à ce jeu, nous pouvons le jouer aussi. Et nous pouvons le faire encore mieux. Nous avons ce missile à propulsion nucléaire, capable de voler à basse ou haute altitude, et il sera presque impossible à intercepter. Alors, vous voulez frapper un endroit en Russie? Nous pouvons frapper de la même manière, et vous ne saurez même pas d'où cela vient. Donc, je pense que c'était vraiment juste une réaction. Il a envoyé Dmitriev à Washington, où il a eu quelques réunions avec des responsables américains. D'après ce que j'entends de Russie, Dmitriev bénéficie d'une grande confiance de la part de Poutine. Cependant, dans la situation actuelle, même lors de ce voyage aux États-Unis, il n'a absolument rien pu faire. Dmitriev a conclu dans son rapport que le sentiment anti-russe au sein de l'establishment américain est tout simplement trop fort et qu'il reste très peu de figures réellement indépendantes là-bas. Des commentateurs russes ont ajouté que même Hegseth n'a montré aucun intérêt pour un dialogue avec Belousov, le ministre russe de la Défense, qui a clairement indiqué qu'il considère les États-Unis comme un adversaire stratégique qu'il faut combattre. Et pourtant, pour Moscou, Belousov était perçu comme quelqu'un qui pouvait réellement jouer un rôle positif dans la situation actuelle, selon leur point de vue. Mais cela ne va pas se produire. La mission de Dmitriev était donc de déterminer si Trump avait été complètement récupéré par le gang de l'OTAN, des néoconservateurs et des Européens. Et la réponse, apparemment, est oui. Je pense que ce que nous voyons là, en élargissant un peu la discussion sur les missiles, c'est le sentiment que tout cet effort visant à établir une relation entre la Russie et les États-Unis, une normalisation politique et diplomatique entre les deux États, a pratiquement échoué, du moins pour un avenir prévisible. Et donc, je pense qu'il y aura moins de discussions et moins de discussions sur des réunions, par conséquent. En fait, je ne vois aucune raison d'avoir une réunion maintenant. Je ne pense pas que ce soit vraiment pratique ou possible, ni que ce serait très productif. Et je dis cela parce que, vous savez, bien que certains commentateurs ici en Occident aient dit que, eh bien, vous savez, ces sanctions que Trump a imposées à deux grands producteurs de pétrole russes ne vont pas nuire à l'économie russe et ne devraient pas être prises trop au sérieux. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Cependant, c'est vrai. Ce sont les répercussions politiques. Ces sanctions, on peut dire qu'elles sont sérieuses, mais pas graves. Je veux dire, elles causeront certains dommages à l'économie russe, c'est vrai. Cependant, elles ne vont pas fondamentalement la transformer, ni en modifier la trajectoire. Mais c'est la conséquence politique, car l'un des accords issus de l'Alaska, un accord clé, était que, d'une manière ou d'une autre, Trump retienne Lindsey Graham et les autres qui voulaient imposer des sanctions, qu'il crée un peu d'espace et temporise à ce sujet. Et c'était là, si vous voulez, une première compréhension. Et l'autre, qui constitue vraiment la ligne rouge, était que, vous savez, non, il n'y aura pas de conflit gelé le long des lignes de contact actuelles. Cela n'arrivera pas, et nous ne l'accepterons pas. Ainsi, ces deux lignes rouges étaient véritablement franchies par la proposition que Trump a formulée. Eh bien, nous voulons geler la situation, un cessez-le-feu immédiat, ici et maintenant, le long des lignes de contact. Et aussi, vous savez, nous vous imposons des sanctions. Donc je veux dire, les Russes peuvent dire que ce ne sont pas vraiment des lignes rouges, au sens où des Tomahawks auraient pu l'être, mais c'était des lignes rouges, des lignes roses si vous préférez, mais des lignes rouges pour la Russie. Et celles-ci viennent d'être complètement violées. Je ne vois donc aucune base, ni aucune réelle perspective, à moins qu'il n'y ait un changement spectaculaire. Mais le message est clair.
Le message, et les Russes le comprennent, est que lorsque Trump a proposé cette idée, le message venait du plus profond des États-Unis, de ces cercles liés à l'argent occulte. Et ils ont dit non, vous ne normaliserez pas les relations avec la Russie. Ce n'est pas envisageable. Vous ne pouvez pas faire cela. Et donc il a dû, et on pouvait le voir à la rapidité de la décision, il a dû annuler, comme ça. Oh, nous pensions tous que cela allait se faire. Et puis soudain, non, c'est reporté. Non, c'est annulé. Et je pense que c'en est fini pour le moment. Et comme je l'ai dit à propos de Dmitriev, le message qu'il a rapporté était qu'il semble que Trump n'a aucune autonomie. Je veux dire, il peut parler, il peut dire des choses, il peut dire « Oh oui, ce serait merveilleux, il y a beaucoup de perspectives économiques », mais en réalité, peut-il conclure un accord politique? Et l'autre aspect, bien sûr, de tout cela, c'est le genre de propagande, les opérations psychologiques venant de l'Occident. Parce que les opérations psychologiques de l'Occident ont constamment essayé de présenter ce qui se passe comme une sorte de puzzle, où un morceau de territoire est échangé contre un autre. Et peut-être que Kherson ou Kharkov, il pourrait y avoir un peu moins de territoire. Mais c'est absurde, car Kherson et Kharkov ont été inclus comme faisant partie du territoire russe dans la constitution russe. De plus, les populations de ces oblasts ont voté, elles ont voté pour être russes. Voilà, point final. C'est ce pourquoi elles ont voté. Je ne pense pas qu'il y ait eu la moindre perspective, si c'est ce que l'équipe de la Maison-Blanche pensait, qu'il allait vraiment céder une partie de la Russie à l'Ukraine, ou même la céder à moitié en ce sens. Donc je pense que ce n'était vraiment pas le cas. Et le discours, vous savez, selon lequel la Russie est vraiment en difficulté et que Poutine est en difficulté, n'est rien d'autre qu'une propagande occidentale visant à affaiblir Poutine auprès de son propre peuple. Bien sûr, il y a de la frustration. Bien sûr, dans une certaine mesure, les gens auraient aimé que la guerre avance plus vite. Et il existe naturellement des divergences d'opinion. Faut-il mieux démanteler le système énergétique, attaquer la logistique, les approvisionnements et les trains, ou simplement attendre et achever l'encerclement, ce qu'ils ont fait maintenant? L'encerclement de 10 000 soldats ukrainiens, à la fois autour de Pokrovsk et à proximité de Pokrovsk. Donc, 5 000 d'un côté, 5 000 de l'autre, 10 000 soldats ukrainiens. Et on leur a donné le choix, soit se rendre, soit être détruits. En ce moment, j'ai vu que les Russes disent qu'ils poursuivent la destruction, parce que, comme d'habitude, je crois que Zelensky a dit qu'il n'y aurait pas de retraite. Donc il y a un grand changement sur le terrain, et la manière tactique d'avancer fait l'objet d'un débat raisonnable. Vous savez, c'est une discussion légitime en Russie. Faut-il agir plus rapidement sur le terrain autour des frontières du Dniepr? Ou intensifier les actions contre les approvisionnements en électricité et en gaz? Enfin, qui peut le dire? Seules les personnes sur le terrain peuvent vraiment le savoir. Mais lorsque j'étais à Saint-Pétersbourg, il n'y a pas si longtemps, quelques mois, peut-être 3 environ, les gens étaient très clairs. Je ne parle pas des élites, ni de l'armée, ni de quoi que ce soit de ce genre. Simplement, vous savez, Saint-Pétersbourg est en quelque sorte le cœur libéral de la Russie. Et ils étaient tous absolument clairs. Ils ont dit, écoutez, nous avons versé notre sang pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons versé le sang de nos fils. Et nous n'allons pas accepter une autre tromperie de type Minsk imposée par l'Occident, comme Merkel a essayé de le faire à 2 reprises. Nous n'allons pas accepter cela et entrer dans un cessez-le-feu pour devoir ensuite verser à nouveau du sang et tout recommencer 3 ans plus tard. Nous ne le ferons pas. Nous devons aller au bout de ce processus, faire le travail et en finir. C'est leur opinion. C'est ainsi qu'ils voient les choses. Donc je ne pense pas qu'il y ait de pression.
Il a quelque chose comme 88% d'opinion favorable, certainement plus de 80%. Je ne pense pas que ce soit faux. La plupart des gens comprennent qu'il joue un jeu complexe, mais ils ne sont pas prêts à se laisser tromper une nouvelle fois par l'Occident. La réaction de Trump à ce missile. Je vais lire seulement quelques-uns de ses commentaires. Il a dit qu'il ne plaisantait pas avec nous. Voici des citations directes. Nous non plus. Nous ne plaisantons pas avec eux. Nous testons des missiles tout le temps. Et il a ajouté, nous n'avons pas besoin d'aller à 8000 miles pour le faire, ou 8000 kilomètres, faisant référence à la menace des sous-marins nucléaires, dont nous avons déjà parlé dans l'émission, en affirmant qu'il y a des sous-marins nucléaires américains au large des côtes russes. Et bien sûr, il a continué à se moquer de Poutine. Il a dit qu'une guerre qui aurait dû durer une semaine en est maintenant à sa 4e année. Bientôt, sa 4e année. C'est ce que Poutine devrait faire au lieu de tester des missiles. Il y a cette tendance à minimiser tout ce que fait la Russie sur le champ de bataille, mais en particulier cette technologie de missiles, ce qui semble être peut-être une erreur, ou peut-être que c'est intentionnel. Qu'en pensez-vous? Eh bien, la première chose, c'est que tout cela passe complètement à côté du sujet. Car bien sûr, ces sous-marins tireraient des Tomahawk. C'est ce dont ces sous-marins Aegis sont équipés, des missiles Tomahawk. Et tout l'enjeu ici, c'était que Poutine envoyait un message à Trump. Si tu franchis les frontières, une ligne rouge irréversible. Dès que tu commences à tirer des missiles Tomahawk en profondeur sur le territoire russe, cela change complètement les perspectives de toute interaction entre la Russie et l'Amérique. Et il l'a dit de manière très catégorique. Donc, peu importe d'où l'Amérique tire ses Tomahawks, que ce soit depuis la Pologne, la Roumanie, un autre endroit ou depuis un sous-marin. Le fait est que les Tomahawks détruiraient en réalité toute possibilité d'une, si vous voulez, solution politique avec la Russie. Maintenant, l'autre point bien sûr, qu'il essaye d'obscurcir, ce qui est compréhensible car c'est quelque peu embarrassant pour les États-Unis, c'est qu'aucun autre État ne possède, si vous voulez, un système de propulsion à base nucléaire pour des missiles. C'est la première fois que cela est réalisé. Et cela signifie qu'il pourrait faire le tour du globe, simplement rester en attente, puis attaquer depuis n'importe quelle direction, nord, sud, est ou ouest. C'est un changement radical, car il est peu probable que l'Amérique dispose réellement de missiles capables de détruire celui-ci. C'est un changement radical. Et tout ce discours creux sur le fait de dire « Eh bien, nous pouvons placer des missiles. » Vous savez, mais ce ne sont que des missiles Tomahawk. Le but était que Poutine a dit « Si vous faites cela, alors nous entrons dans un autre jeu. Et ce sera un jeu très dangereux. Alors ne le faites pas. » Et d'ailleurs, vous pensez que les Tomahawk ont un pouvoir de dissuasion? Non. J'ai un meilleur levier avec ce missile que vous montrez à l'écran maintenant. Alors ne prenons pas cette voie. Je ne pense pas que Poutine ait la moindre envie d'emprunter cette voie, mais il voulait faire passer le message très clairement, car il a des inquiétudes. Et cela était évident d'après Dmitri, qui est revenu en disant « Il y a des tentatives pour bloquer la circulation de l'information vers la direction américaine à Washington concernant leur situation en Ukraine et en Russie. » Je ne sais pas si c'est complètement bloqué, mais c'est certainement en désaccord. D'un côté, la CIA affirme croire que Poutine est intéressé par une solution politique, pas nécessairement un cessez-le-feu, mais qu'il souhaite discuter et engager un dialogue politique avec les États-Unis, sinon à propos de l'Ukraine, du moins plus largement sur des sujets comme les armes nucléaires et les traités START, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, il y a le département d'État, celui de Rubio. Et plusieurs recherches ont conclu que, en réalité,
Poutine se montre trompeur et que cela n'est pas vrai. Putin is deceptive and this is not true. He's no interest and has no desire to have. Il n'a aucun intérêt ni aucun désir d'avoir une discussion politique. Il présente cela comme étant fondé sur un accord visant à geler le conflit le long des lignes actuelles, les lignes de front. Et en ce sens, c'est réel, c'est vrai. Mais il est totalement faux de dire que Poutine ne veut pas parler. Il a répété à maintes reprises qu'il était ouvert à la diplomatie. Mais je pense que nous sommes désormais dans une nouvelle ère, une ère différente. Quel est l'intérêt de parler à Trump s'il n'a pas d'autonomie, s'il ne peut pas engager les États-Unis sur quoi que ce soit de proposé, parce qu'on ne lui permettra pas? Je veux dire, quel est l'intérêt d'aller plus loin? Taking this further.